Donc, merci d'être présent pour ce premier webinaire de l'EUSHCO. Je ne crois pas qu'il y en ait déjà eu des webinaires comme ça en direct sur les internets. Donc, le but de ce webinaire intitulé « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'EUSHCO » va être donc de présenter un petit peu l'EUSHCO sous une forme qu'on ne présente pas toujours, c'est-à-dire en parlant un petit peu de l'histoire, en parlant un petit peu de ce qui a marqué l'évolution de l'EUSHCO depuis sa création, les étapes importantes, pour ensuite arriver à une sorte d'état des lieux aujourd'hui. On va également se poser la question de qu'est-ce que sera l'EUSHCO demain. Et on va bien sûr répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'EUSHCO, sur son fonctionnement, sur ses valeurs, etc. Donc pour cela, nous sommes avec Dante Edmé Sanjurjo, qui est directeur général de l'EUSHCO, et avec Christelle Rouma, qui est assistante de gestion à l'association Euskal Moneta, donc qui soutient le projet EUSHCO. Voilà, et moi je suis Iban Caricano, je m'occupe de la communication de l'EUSHCO, et je ferai un peu l'animateur, je ferai remonter quelques questions du public, et je donnerai la parole tour à tour à Christelle et Dante. Mais le but, c'est de faire une sorte de table ronde où on est sur un format un peu de discussion pour que ce soit un peu dynamique, que les gens interagissent. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à interagir, donc que ce soit dans le chat en posant vos questions, mais aussi en posant vos réactions, et on en tiendra compte pour faire évoluer les discussions. Voilà, ben, je vous remercie. On va pouvoir commencer avec d'abord une perspective historique. Avec la première question donc pour Dante, d'où est venue l'idée de mettre en place une monnaie locale au Pays Basque? Pourquoi et comment ça s'est lancé? Alors, Gaon Deneri, mila esker gurekin izaidea gaitik. Donc, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Pour répondre à cette question, d'où est venue l'idée de l'OSHCO, elle est venue de plusieurs endroits, puisque, bon, à la base, c'est un groupe de militants, une dizaine de militants qui se sont réunis en 2011, en juin 2011, pour se poser la question de est-ce qu'on ne ferait pas une monnaie locale au Pays Basque pour relocaliser l'économie en tant que première intention. Et il y avait des militants qui en avaient entendu parler parce qu'ils avaient été à un contre-sommet à Cancun, dans le Lot-et-Garonne, je crois, parce qu'il y avait le sommet de Cancun, qui était un sommet de l'OMC, de mémoire, et il y avait le contre-sommet en France, qui était à Cancun, donc ils avaient été, en tant que militants écolos et intermondialistes, au contre-sommet. Et là, ils avaient vu sur un marché un vendeur de miel, un apiculteur qui vendait son miel et qui proposait de le vendre en abeilles. Donc ça les avait un petit peu interloqués. Et en fait, ils avaient compris que c'était la première, que c'était une monnaie locale en fait. Ils avaient discuté et c'était en fait, ils assistaient au lancement de la première monnaie locale de France en 2010, qui était l'abeille, voilà, qui venait de se lancer quelques mois avant. Et ils ont discuté avec les fondateurs du projet et que leur ont dit, mais vous devriez faire ça aussi au Pays Basque avec le mouvement associatif que vous avez. Ça va prendre sans doute bien, donc vous devriez vous lancer. Et du coup, en 2011, ils avaient fait venir ces fondateurs à Espelette pour une conférence, dans un cycle de conférences anticapitalistes qui avait eu lieu à Espelette. Et de là avait germé l'idée de se dire, et pourquoi pas créer une monnaie locale. Donc c'était beaucoup de militants qui étaient dans BC, dans l'association intermondialiste écolo BC. Et ils s'étaient dit, bon, ça peut être un projet intéressant. Et moi, de mon côté, je suis parmi les fondateurs aussi, parce qu'en tant que journaliste en économie sociale et solidaire, je connaissais les monnaies locales. Et quand je suis venu me réinstaller au Pays Basque en 2010, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose pour le Pays Basque et pourquoi pas une monnaie locale. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et ça a commencé vraiment autour d'une table sur pourquoi une monnaie locale et est-ce qu'on le fait et sur quel périmètre. Donc, la discussion vraiment entre militants avec les quelques connaissances qu'on avait à l'époque. Et très vite, on s'est mis d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est une monnaie locale pour relocaliser l'économie, mais aussi pour répondre aux besoins du territoire et de la population. Et tout de suite, on a voulu intégrer l'Oshkala dans la dynamique. C'est que dès le début, dès la première réunion, l'OSHCO, ça a été un projet pour relocaliser l'économie, ce qui est bon pour l'emploi et pour l'environnement, et aussi pour défendre l'Oshkala, pour défendre la place de l'Oshkala dans la société au Pays Basque, pour le rendre visible en fait. Et ça, c'était l'idée, mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui, que tous les commerçants qui rentrent à l'OSHCO doivent faire un effort pour l'Oshkala, c'est-à-dire
parler quelques mots, apprendre quelques mots, ou alors mettre en place un affichage bilingue dans le commerce. Voilà, c'est vraiment ce qu'on demande encore aujourd'hui, et ça marche. Hein. Il y a presque 200 commerçants qui l'ont déjà fait, et puis on continue à travailler dessus. Il y en a 500, 400 autres qui sont encore engagés, donc ça avance. Donc on est parti de cette idée-là. Et pourquoi est-ce que ça relocalise l'économie? Parce qu'une monnaie locale, ce qu'on avait vu, c'est que quand on change des euros en monnaie locale, donc en Eusko au Pays Basque, le taux de change est simple, hein, c'est bien sûr un Eusko égale un euro. Ce qui est intéressant, c'est que l'Eusko qu'on va dépenser, il va aller dans le tiroir caisse du commerçant avec d'autres Eusko et ça va s'entasser, s'entasser, s'entasser. Et puis au bout d'un moment, le commerçant va se demander qu'est-ce que je fais de mes Eusko. Et là, il a deux solutions. La première solution, c'est la mauvaise solution, c'est de reconvertir ses Eusko en euros. C'est possible, mais il perd 5% de commission. Donc voilà, c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour le projet parce qu'en fait, ça sort des Eusko de la circulation puisqu'il est reconverti en euros. Donc, il est fortement encouragé vers la deuxième solution qui est de réutiliser ces Eusko et donc de faire appel comme fournisseur à d'autres entreprises du Pays Basque ou associations ou paysans. Et c'est comme ça qu'on crée du lien en fait entre les entreprises, associations et commerces du Pays Basque, parce qu'une fois qu'on a payé nous en tant que consommateurs un commerçant en Eusko, derrière il doit le réutiliser et donc il va faire travailler des paysans qui sont en agriculture paysanne, parce qu'on sélectionne des paysans qui sont à l'Eusko, des fournisseurs locaux, des PME. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le développement des circuits courts. On développe des circuits courts localement grâce à une monnaie locale. Et ça nous a beaucoup plu. Donc voilà, donc on a décidé de lancer ça. Et on s'est posé la question du territoire. Est-ce qu'on fait ça sur tout le Pays Basque, uniquement au Pays Basque Nord, ou alors uniquement sur la côte, Bayonne? Et on a décidé de faire sur le Pays Basque Nord. Hein, donc on est parti tout de suite sur une dimension hyper-aldée, c'est-à-dire de Hendaye jusqu'à Bayonne en passant par Saint-Palais, Asparin, Baïgori, toute la zone, et dans une logique de faire du lien aussi entre la côte et l'intérieur du Pays Basque. Hein, la monnaie comme aussi un lien entre la côte et l'intérieur du Pays Basque pour relier aussi les activités économiques. Voilà. Donc on est parti sur cette idée-là, là on avait les fondamentaux, ben, il n'y avait plus qu'à y aller. Donc du coup, on a beaucoup bossé. Donc on s'est retrouvé après en septembre et on a commencé à bosser et là on n'en est jamais sorti en fait. Du coup, on a commencé à réfléchir, à bouquiner, à commencer à jeter des idées et puis à consulter très vite. Dès le mois d'octobre 2011, on a réuni plus de 20 associations du territoire pour voilà, il y avait la Bolacha Gabara, il y avait Erikoa, il y avait Emen, il y avait chez HK, voilà, HK Confédération, plein d'associations qu'on a sur le Shkala, l'agriculture paysanne, l'écologie, BC, bien sûr, on avait invité des syndicats, des acteurs de la solidarité aussi, pour leur dire, voilà, on va lancer une monnaie locale, c'est un projet de territoire intéressant et vous pourriez vous associer un jour ou l'autre. Et comme ça, on a commencé à tester l'hypothèse et à travailler sur un texte. Et on est parti aussi en voyage d'études. Donc, on est parti voir la plus importante monnaie locale en France à l'époque, qui était le Sol Violette à Toulouse. Donc, ça, on est parti en décembre 2012 au Sol Violette à Toulouse. Et attendez, je vais peut-être vous partager d'ailleurs quelques photos que j'ai de Oui, l'époque. je crois que tu avais préparé quelques photos de ce voyage d'études. Exactement. Alors, vous allez voir, c'est assez sommaire. Hein. Par contre, on voit que j'avais encore des cheveux qui n'étaient pas blancs. Mais voilà. Donc ça, c'est. On était une délégation de 4 à être partis à Toulouse. Donc on voit Tchetch, Mendy Esteban, Adrien Kempf et moi là qui sommes avec les gens du Sol Violette à Ton Toulouse. écran, il faut que tu partages l'écran. Vous le voyez là ou pas? Non. Ah, j'ai raté le partage d'écran. Tac, tac. Pardon. Hop. Là, on est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. Donc voilà, donc là voilà, on se renseigne en fait hein, pour voir comment ça marche à Toulouse. Et voilà, on va voir aussi du coup les commerçants qui utilisent le Sol Violette. Ça c'est la Biocoop de Toulouse, une des Biocoop de Toulouse qui prend les paiements en Sol Violette et qui nous a tout expliqué la mécanique. Parce qu'il y a une grosse mécanique à mettre en place derrière. Hein. C'est vraiment pas il y a vraiment du travail. Il y avait beaucoup de choses à inventer. Et puis après, on est parti voir la plus grosse monnaie locale d'Europe en Allemagne, en janvier. Donc en Allemagne, en janvier, en Bavière, on est parti voir la monnaie Kimbauer, donc il faisait très froid. Et là, on a discuté avec les gens du Kimbauer, beaucoup pendant 3 jours. Heureusement, il y en avait un qui était francophone. Voilà, on s'est aussi marré quand même. Donc, toujours la même équipe. Et voilà, on a continué à bosser là-dessus, sur le projet. Et on a rédigé un avant-projet à partir de ça. Comment on va mettre en circulation, quelles sont les règles de fonctionnement. Et ça, c'est un avant-projet qu'on a voulu créer de façon participative. Et donc, on l'a partagé avec les gens, en fait, derrière. On est parti faire 20 réunions sur tout le Pays Basque Nord pour dire, voilà, notre projet, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est améliorable? Qu'est-ce que vous verriez? Et on a fait 20 réunions. Il y avait environ 20 personnes à chaque fois pendant 3 ou 4 mois. On a sillonné le Pays Basque Nord. Donc, ça a été beaucoup d'avis différents, beaucoup de discussions intéressantes.
Et ça nous a fait bouger le projet. Par exemple, on a supprimé l'idée de faire de la fonte, comme d'autres faisaient, c'est-à-dire l'idée que la monnaie perd de la valeur chaque trimestre, par exemple 2% chaque trimestre, et qu'il faut mettre des timbres dessus pour récupérer la valeur. C'était un truc assez compliqué. On avait fait comme tout le monde, en fait, on s'était lancé là-dessus, mais en fait, les gens, ils ne suivaient pas. Donc, on a été dans les premiers à faire une monnaie locale sans fonte, et aujourd'hui, c'est devenu la règle parce qu'il n'y a pas d'intérêt si fort que ça sur ce projet. On pourra en discuter plus tard si vous voulez. Mais sur la fonte, ce n'est pas hyper intéressant, il nous semblait. Donc, on l'a enlevé. Voilà, le projet a été beaucoup partagé, il a beaucoup évolué. Et on est arrivé du coup avec un projet qui était mûr au cours du printemps 2012. Et ben voilà, et après on s'est dit, bon, on a fait une campagne, une autre idée, pour que les gens s'approprient l'idée, hein, pour socialiser le projet. Ça, c'est vraiment des techniques militantes. Hein. On a beaucoup bénéficié de l'expérience de BC et puis d'autres militants pour structurer le projet. Et ben, une bonne méthode, c'était aussi de faire participer les gens au projet donc, sur le fondement. Mais aussi, on leur a proposé de choisir le nom de la monnaie. On a fait une campagne sur le thème c'est votre monnaie, c'est vous qui choisissez son nom. On n'avait pas de nom à l'époque. Donc, il y a eu, je crois, 380 noms qui ont été proposés par les gens. Donc, on a fait des tracts et des distributions dans les commerces, dans les manifs, voilà, dans plein d'événements. Et il y a 380 propositions de noms qui sont remontées. Et parmi ces 380 propositions de noms, on a en fait fait un jury qui a été chargé d'en sélectionner 7. Voilà. Et puis, bien sûr, on a appelé la presse, donc on a fait parler du projet. Donc, voilà, vous voyez le jury qui a été chargé de choisir 7 noms parmi les 380 proposés. Hein, donc, vous connaîtrez quelques personnes comme China, Faut que Coldo. tu fasses un partage d'écran. Ah, je n'ai pas fait le partage d'écran, je suis vraiment pas bon. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est bon là? Ouais, pardon. Ouais. Voilà, donc ça, c'est aux Pyrénées, donc en 2012, où parmi les 380 noms proposés, il y avait Alex Guinness derrière aussi, c'était un peu toutes des visages de toute la société basque, en fait, hein, avec Jean-Henri Tchellar, il y avait plein de monde, Clément Soulet, et du coup, ils ont choisi 7 noms qui ont été resoumis au vote du public, et là, on a refait campagne pour dire, allez, choisissez le nom de la monnaie, il y en avait 7, il y avait Picou, qui veut dire figue, il y avait Tiantio, il y avait Oshko, et il y en avait quelques autres, et à la fin, c'est Oshko qui a gagné, donc c'est pour ça que notre monnaie s'appelle Oshko. Voilà, c'était ça la façon de faire. Alors j'avance un peu à grands pas après derrière, hein, pour ne pas perdre trop de temps, mais du coup après, ben, il ne restait plus qu'à tout préparer. Donc on a fait une AG de mobilisation, on a demandé aux gens de venir filer un coup de main. Et là, on est passé de 10-15 bénévoles à 50 bénévoles, avec des commissions qui sont occupées de tout. Et là, on n'était qu'avec des bénévoles. On avait un stagiaire, Chabi Camino, qui était avec nous, qui jouait le rôle de coordinateur. Et du coup, on a vachement avancé. Et on a notamment fait appel à des bénévoles aussi pour créer le billet. Donc, des billets, donc ça, c'est le billet qui a été créé, le billet qui est toujours en circulation aujourd'hui, hein, avec le logo et le design des billets qui a été fait par Ramon Chopartarieux, hein, bénévolement, les photos par Bob Edm, qui nous a fait ça aussi voilà, avec plein d'idées sur les photos gracieusement. Et du coup, on a lancé ce projet, on a imprimé les billets. Et voilà, ça c'est l'autocollant qui aujourd'hui dit où est-ce qu'on peut payer en Oshko, hein, dans les commerces pour identifier, donc avec le logo qui a été fait par Ramuncho. Et avec, vous voyez, une autre idée aussi, là on voit dans l'autocollant Ashkaras. Ça veut dire que dans ce commerce, on peut parler en Ashkara, tout le monde parle Ashkara par exemple. Ça c'est une façon de faciliter l'usage de la langue basque au sein de l'Oshko. Hein, mais il y aura un webinaire bientôt sur l'Oshko et l'Oshkara, donc on vous en dira plus. Et voilà, donc ça c'est quand on présente les billets d'Oshko à la presse. Voilà, on fait toujours avec l'idée de mobiliser les médias, hein, pour faire connaître le projet. Et c'est comme ça qu'on est parti, en fait, dès le départ du lancement de l'Oshko le 31 janvier 2013, on avait 192 professionnels qui acceptaient l'Oshko et 800 particuliers. L'idée, c'était que ce soit tout de suite une réalité, que les gens puissent tout de suite l'utiliser. Et donc ça, c'est le jour de l'anniversaire de la Bocha Gambara en janvier 2013, le 19 janvier. C'est les premiers changes d'euros en Oshko, hein, avec Mayalène, derrière il y a Benoît, voilà, qui étaient des bénévoles de l'Oshko, et donc, les gens ont commencé tout de suite. Et à l'époque, si vous voyez bien, il y a un registre de change en papier avec carbone et on faisait tout à la main. Et il y avait des bénévoles qui, tous les mardis soirs, saisissaient tous les changes sur le système pour travailler. Donc, c'était vraiment beaucoup d'énergie bénévole. Et voilà, donc pas mal de participation. Ça, c'est l'AG de lancement où on voit il y a plus d'une centaine de personnes. On avait vraiment réussi dès le début à faire un mouvement autour de ce projet. Et voilà, c'est pour ça que ça a pris dès le départ. Ok. Donc merci pour ce bel historique bien complet. Oui. Du coup, donc ça c'était le début avec les billets. Donc il y a eu une belle dynamique qui s'est lancée et il y a eu un tournant qui a été pris en 2017, donc 4 ans après le lancement des billets, c'est le tournant du numérique, c'est ça? Oui.
Oui, alors comme dit Chebache, président de l'ESCO aujourd'hui, on a lancé le projet en janvier 2013 et on a couru après pendant 2 ans. Et du coup, après, on a vraiment, ça marchait bien, donc il y avait beaucoup de travail. Du coup, il y a Chabi qui est passé salarié, puis on a eu tout de suite 1, 2, 3 salariés pour continuer, en emploi aidé pour continuer à lancer le projet et à le faire avancer. Et on a vu que les gens, en fait, les professionnels avaient besoin d'un autre outil parce que quand, par exemple, Pista Boisson livre un resto en boisson et que pour payer la facture, il faut faire une enveloppe de billets qu'on donne au livreur et qui va la ramener chez Pista, c'est très compliqué. C'est difficile à suivre. Donc, on a suivi les conseils des gens du KingWare, on a utilisé un outil de gestion Cyclos qui permettait d'avoir des comptes et on a ouvert des comptes pour les professionnels puis pour les particuliers avec un lancement donc, de l'ESCO numérique le 19 mars 2017, donc 2 ans de gros travail, en validant aussi avec auprès de la Banque de France tout le dispositif. Ça a été vraiment une grosse étude juridique, plein de bénévoles. Et donc, on a aujourd'hui ce système de compte en ESCO qui permet de faire du change d'euros en ESCO numérique. Hein, tous les mois, on peut se faire créditer 100, 200, 300, 400 ESCO sur son compte, qu'on va utiliser derrière de plusieurs manières, soit en faisant un retrait de billets dans un bureau de change, soit en payant avec sa carte ESCO Carte ou avec son application de paiement ESCO Pay. Et ça facilite énormément l'usage de l'ESCO. Et notamment, le numérique permet aux gens qui n'ont pas de bureau de change près de chez eux, hein, puisque le SCO, on peut s'en procurer dans les bureaux de change qui sont des commerces bénévoles, hein, qui ont des caisses de SCO. S'il n'y en a pas dans le village aussi, on ne peut pas y passer après le travail, qu'on n'a pas le temps parce que c'est fermé. Du coup, le SCO numérique permet de donner accès à tout le monde à le SCO. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire du change de chez soi sur son compte SCO avec sa carte bancaire. On peut créditer son compte SCO et l'utiliser derrière. Donc ça, c'était un gros élément important de développement. Et là, le SCO, il a encore, au niveau des masses, ça a explosé. Quoi. On a eu encore plus d'utilisation de l'ESCO. Ouais, on verra ça après sur la photographie de l'Eushco aujourd'hui, les masses entre l'Eushco numérique, l'Eushco papier. Là, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur l'année 2018, parce que l'année 2018 a été assez intense. Je crois que c'est pendant cette année qu'il y a eu le franchissement du cap des 1 million d'Eushco en circulation. Et il y avait eu aussi une histoire avec la mairie de Bayonne. Peut-être, Christelle, tu peux parler donc soit du franchissement du cap des 1 million pendant Alternativa, soit de l'histoire avec la mairie. Oui, pour la mairie, je laisserai plutôt Dante en discuter. Moi, pour Alternativa, ça a été en octobre, on avait 2 jours complets vraiment à Bayonne avec Alternativa. Et ça a été impressionnant de voir tous ces bénévoles qui ont été il y avait 500 bénévoles, je crois, pour les 2 jours, qui se sont mobilisés. Et ce qu'il y avait bien dans ce village Alternativa, c'est qu'on devait tout payer en eusko. Voilà. L'euro était accepté, c'était une blague, hein, mais on accepte l'euro. Et du coup, tous les gens qui venaient à Alternativa pendant les 2 jours, on fait du change. On fait du change et par la mobilisation générale de tous ces gens, des pros qui ont fait, du change aussi par Internet, etc. On est arrivé le jour d'Alternativa avec 1 million de chevaux en circulation. Voilà. Et ça a été vraiment un cap pour nous qui a été vraiment très fort. Parce que sur cette année 2018, il y avait aussi une autre mobilisation qui était mon projet pour la planète, où effectivement, on s'était rendu compte de la puissance des citoyens. Quand on fait appel aux gens, aux citoyens, on se rend compte de l'engouement que tous les gens ont pour le SCO. Donc, c'est vraiment pour moi un projet collectif et chaque personne peut se l'approprier et c'est un projet de territoire. Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'Alternativa, ça a été vraiment quelque chose voilà, de très marquant pour les gens qui étaient là. Et oui, parce qu'on a vu en direct le passage du cap du million, quoi. On en avait, franchement, on a travaillé. Moi, je me rappelle, j'étais 7 heures du matin à minuit. On a fait 2 jours comme ça. Mais c'était, tu dors pas, quoi. C'est-à-dire que tu es tellement surexcité. Moi, j'adore les événements. On est tous ici au Pays Basque à aimer les événements parce que ça fédère les gens, c'est convivial, etc. Et je pense qu'on était super fiers d'avoir passé ce cap du 1 million de chevaux en circulation. Et maintenant, on l'a doublé, donc on est encore plus fiers. Et voilà, je trouve que moi, ce que j'aime, c'est la mobilisation vraiment. Quand on a besoin des bénévoles, ils sont là. Et les gens, il y a une impulsion qui se fait ici sur le territoire. Moi, je ne connaissais pas ça. Et finalement, je me rends compte que c'est vraiment un projet citoyen. Voilà, le SCO, c'est une association, mais c'est vraiment un projet citoyen collectif pour moi. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une résonance au niveau des cercles militants, au niveau des citoyens.
Ouais. Mais du coup, il y a une résonance aussi au niveau des collectivités. Et du coup, j'aimerais entendre que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé avec la mairie de Bayonne cette année 2018. Ouais, c'est un moment important parce que, comme tu dis, hein, le SCO, c'est un mouvement citoyen. Christelle, tu as complètement raison. Et dans cet élan citoyen, je veux dire, il y a les gens eux-mêmes, les habitants, il y a les entreprises et les commerçants qui ont aussi des démarches citoyennes et qui participent, et les collectivités locales. Et ça, c'est le triptyque clé de la transition écologique. Il faut que les trois acteurs, qui sont les entreprises, les collectivités locales, les mairies notamment, et les habitants, se mobilisent ensemble. Et le SCO permet ça, en fait. Et c'est la mairie de Bayonne qui a été une des premières mairies à adhérer à l'ESCO. La première, c'était Hendaye. Après, il y a eu Mendiande, Ustaritz, et puis Ustaritz, Mendiande et Bayonne. Aujourd'hui, on a 26 mairies qui sont adhérentes à l'ESCO. Et on a proposé à la ville de Bayonne de mettre en place les premiers paiements en monnaie locale. C'est-à-dire qu'on proposait à la mairie une convention dans laquelle elle décidait qu'elle pouvait verser en ESCO des versements de factures, d'indemnités aux élus, des subventions aux associations, avec un mécanisme qu'on avait imaginé avec eux. On a beaucoup travaillé avec les services de la mairie de Bayonne. Et donc, on a mis ça dans une convention qui a été votée à l'unanimité du conseil municipal de Bayonne. Par contre, ça n'a pas fait l'unanimité au niveau de la préfecture, puisque la ville de Bayonne a eu un recours lui demandant de retirer sa délibération parce qu'ils ont considéré, eux, que la seule devise de la République, c'était l'euro, et qu'on ne pouvait pas utiliser les monnaies locales dans les collectivités locales. Or, nous, on avait trouvé une astuce, on va dire, dans le système en vigueur, dans le strict respect du cadre légal. On y tient beaucoup parce que c'est un projet pour l'avenir, et on veut vraiment respecter le cadre légal, mais il y avait moyen de le faire. Le maire aussi en était convaincu, le préfet beaucoup moins, donc on a fini au tribunal administratif, et on a en référé, et on a gagné, ce qui est assez rare en référé que le préfet perde. Donc on a gagné en référé, le préfet a fait appel, enfin, l'État a fait appel, et là pareil, il y a une grosse campagne parce que voilà, les gens nous ont soutenus aussi sur les réseaux sociaux, on a fait campagne pour dire que c'est une position absurde de l'État de refuser. Donc on a perdu en appel par contre, mais du coup le maire de Bayonne a décidé de se pouvoir en cassation, et à ce moment-là l'État a décidé de négocier, et on s'est retrouvé du coup en fait, à la sous-préfecture pour trouver des solutions. Et en fait, à ce moment-là, ils ont pris, enfin, je pense que ça s'est passé au niveau de l'État à Paris, hein, plus qu'au niveau de Bayonne ou de Pau. C'est les services vraiment de Bercy qui ont étudié la question et qui ont fini par valider ce qu'on proposait en termes d'ingénierie pour faire des paiements en monnaie locale. Et on a trouvé la solution. Aujourd'hui, si un élu veut prendre son indemnité en ESCO, il suffit qu'il remplisse un mandat d'encaissement. Il nous mandate pour encaisser à sa place l'indemnité. Donc, la mairie va demander au Trésor non pas de payer l'élu, mais de nous payer nous, par exemple, un 80 €. Nous, on va recevoir les 80 €, on va les mettre de côté et on va mettre 80 ESCO sur le compte de l'élu, qui donc aura in fine ses indemnités en ESCO. Donc ça, on a été les premiers à le faire dans tout l'État français. Aujourd'hui, la ville de Grenoble le fait. La ville de Lyon va bientôt, sans doute, la métropole, aller dans le même sens. Voilà, on a plein de mairies qui sont en train et d'agglos qui sont en train de bouger parce qu'une monnaie locale, c'est hyper utile pour le territoire. Et pour une collectivité, faire un paiement en monnaie locale, c'est s'assurer que l'argent public qui est distribué va rester sur le territoire davantage. Et ça, c'est très intéressant en termes de politique publique. Voilà, ça a été un bras de fer avec l'État, mais on s'en est bien sorti. Et en fait, on a trouvé une solution qui convenait à tout le monde et qui aujourd'hui est mise en pratique. Et donc, voilà, ça se généralise aujourd'hui. Oui, on a une vingtaine d'élus qui prennent leurs indemnités en ESCO mensuellement. Voilà. Ok, merci. Du coup, là, on peut peut-être passer à un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle est un peu la photographie de l'EUSCO actuellement, fin 2020. Où est-ce qu'on en est? Et je pense que Christelle, tu avais préparé quelque chose là-dessus? Oui, j'ai des petits graphiques que tu peux peut-être partager. Ouais, lequel? Sur le nombre de ESCO en circulation. Ok. S'il te plaît. Ouais, j'arrive. Hop. Et voilà. Donc, pour bien montrer, donc, ce que vous voyez en bleu, c'est la ligne, c'est les ESCO billets, donc, qui étaient en circulation. Après, donc on était en avril 2017, c'est vraiment des chiffres qui sont parlants. On était en avril 2017 à 400 000 ESCO. À l'époque, on n'avait que le billet qui circulait. On avait 400 000 ESCO billets en circulation. Il est arrivé le numérique. Donc, au début, c'était des tests qui étaient faits entre différents pros pour voir le fonctionnement de l'informatique qui avait été mis en place. Et on se rend compte qu'en avril 2017, on commençait les premiers prélèvements parce que l'objectif au lancement de la campagne du numérique en décembre 2016, ça a été de se dire
avant le 19 mars, il faut qu'on ait 500 personnes qui aient ouvert un compte. Et cet objectif a été atteint. Et on voit nettement qu'en novembre 2017, le SCHCO numérique a rattrapé le SCHCO billet. Et depuis, il n'a cessé de croître. Et finalement, maintenant, le SCHCO numérique, on va dire, j'ai regardé les chiffres ce matin, entre le SCHCO numérique et le SCHCO billet, on est à 2 205 000 SCHCO en circulation à ce jour. Et on se rend compte que vraiment, le numérique, ça a donné une impulsion incroyable à la monnaie, à l'EuskoCo. Et également depuis, donc même avec la crise du Covid en mars-avril cette année, ça a un petit peu baissé, mais c'est toujours quand même très, très constant. Et c'est toujours en hausse. Et surtout depuis, et également parce que ça a toujours fonctionné, mais là, depuis qu'on a mis en place le SCHCOPay, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de paiements qui se font par le SCHCOPay. Et il y a de plus en plus de gens qui augmentent leur change mensuel. Et actuellement, on est à 100 000 EuskoCo de changer mensuellement. Voilà. Donc et 20 000 euros EuskoCo de change par virement ponctuel. Voilà. Donc ça fait à peu près 120 000 par mois, quoi. Ce qui est vraiment énorme. Sans compter tous les changes qui se font au bureau de change. Hein. Ça c'est vraiment ce que nous, on a, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'est vraiment les courbes sont vraiment très parlantes. Voilà. Et on a plus de 2000 comptes, 2000 personnes qui ont des comptes EuskoCo numérique. Voilà. D'accord. Au niveau des professionnels, il y a aussi plus de 1000 professionnels Oui. Dans le réseau actuellement. On a 1000 pros dans le réseau actuellement, oui. Oui. Je ne sais pas si Dan peut-être va en parler. Je peux rapidement. C'est vrai qu'on a aujourd'hui on a une équipe on est 13 salariés à l'EuskoCo, dont 4 sont sur le terrain, à parcourir le terrain, aller à la rencontre des commerçants, des paysans, des artisans, des PME. Et c'est vrai que là, depuis un an ou deux, on voit que de plus en plus d'entreprises de styles différents rentrent à l'EuskoCo. On a on a plein d'entreprises qu'on n'avait pas au début, que ce soit des agences de communication, que ce soit des petites PME, même l'Aviron Bayonnais a rejoint le SCHCO, donc on a vraiment après l'US Nafarrois qui était quand même le premier, je précise. Donc voilà, il y a eu le premier club de rugby. On a vraiment aujourd'hui de tout à le SCHCO et voilà, c'est vraiment très facile aujourd'hui d'utiliser le SCHCO, je trouve. Alors peut-être pas dans tout encore les coins d'Hyper-Aldé, mais vraiment dans les principaux endroits quand même, les principales villes, les principaux villages, on a vraiment une belle diversité de commerce, de paysans sur le marché, d'activités, même d'associations qui prennent le SCHCO. Moi, par exemple, à l'Icachtola, je paye la cotisation de mes enfants en SCHCO, par exemple. Donc ça, c'est encore... voilà, je suis abonné à 2 journaux, Bilia Basque et Bata, je paye en SCHCO. Voilà, ça, c'est des choses qui se font par prélèvement automatique aujourd'hui depuis mon compte SCHCO. Et on peut utiliser comme ça 300, 400, 500, 600 SCHCO par mois. Ce qui est important qu'on n'a pas dit, c'est que 2 choses. C'est que il y a 2 millions de SCHCO, plus de 2 millions de SCHCO en circulation, mais tous sont garantis par un euro qui est mis en réserve dans une banque éthique. Donc on a plus de 2 millions d'euros en réserve. C'est tous les échanges qui ont été faits, qui sont dans des banques éthiques, la NEF et le Crédit Coopératif, et qui sont sortis de la spéculation financière. Ils sont vraiment dans des banques qui ne vont pas l'investir ni dans les hydrocarbures, ni dans les armes. Voilà, il y a vraiment des choix qui sont faits. L'autre élément important, c'est que quand je change 100 euros, j'ai 100 SCHCO, et qu'une association que je parraine va recevoir 3% de mon change, l'équivalent, donc 3 SCHCO. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça veut dire que, par exemple, dans les Icachtola des Bayonne, on a reçu 2 900 euros de dons en 2020 grâce à ce système-là parce qu'on est de plus en plus de parents à ouvrir un compte et à parrainer l'Icachtola qui va recevoir un don à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment des choses qui aussi facilitent la mobilisation et qui font que le SCHCO est utilisé aussi aujourd'hui en dehors des cercles militants. Il y a beaucoup de militants et puis il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser le SCHCO au quotidien aussi. Oui, mais parce qu'aussi, je trouve qu'il y a le réseau des pros qui s'est vraiment étoffé maintenant. On peut aller chez le médecin, on peut aller chez les garagistes. C'est vraiment c'est de la consommation de tous les jours, quoi. C'est plus, au début, c'était beaucoup les restaurateurs, les paysans. Et je trouve que vraiment, maintenant, il y a de tout, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment très important que les gens le sachent. Et oui, et d'ailleurs, là, il y a eu une première il n'y a pas longtemps. Il y a l'agence immobilière sociale Solia qui a mis en gestion locative les premiers appartements dont le loyer pouvait être payé en EuskoCo.
tout à fait. Donc Et ça, là, ouais. vas-y, donc, je t'en prie. Oui, voilà, je trouve que c'est vraiment le. En fait, l'ambition des fondateurs de Lushco, c'est que Lushco devienne monnaie courante, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que vraiment, on puisse, que tout le monde au Pays Basque ait des Lushco en poche et qu'on puisse payer beaucoup de choses au quotidien en Lushco, en sachant que tout ce qu'on paye en Lushco, c'est mieux que de le payer en euros, parce que derrière, ça relocalise l'économie, que les commerçants font font des efforts pour mettre en place de l'Euskala, pour relocaliser leurs achats, pour trier leurs déchets. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites par les pros du réseau Lushco, des engagements. Et ça, c'est hyper intéressant pour le projet de société qu'on a et qui est partagé par je pense, par la majorité de la population aujourd'hui au Pays Basque. C'est vers ça qu'on veut aller. Donc le fait qu'aujourd'hui, certains puissent même commencer à pouvoir payer un loyer en Eusko, demain, ce sera peut-être l'eau qui pourrait payer en Eusko, l'électricité, enfin tout ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on aura l'euro, on n'est pas contre l'euro, mais l'euro va permettre d'échanger entre territoires. Mais au Pays Basque, on pourra utiliser l'Eusko au quotidien. Il y a plus de 80 monnaies locales en France aujourd'hui. Et l'idée, c'est que toutes les monnaies locales qui vont se développer, elles soient de plus en plus utilisées et que chaque personne utilise une monnaie locale en priorité comme un geste de responsabilité quelque part pour construire l'avenir et l'euro quand on ne peut pas utiliser la monnaie locale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et on pense vraiment que c'est un concept d'avenir et que le but, c'est que partout où on habite, en France ou en Europe, on ait accès à de l'alimentation bio, à une électricité verte et à une monnaie locale pour relocaliser nos achats. Et je passe les AMAP et tout ce qu'on peut faire pour construire l'avenir. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus là des professionnels du réseau et notamment des petits commerçants, des petits artisans, des petits producteurs. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, derrière, il y a une campagne qu'on avait sortie il y a un petit moment. C'était Soutenons l'économie locale. Et en fait, la monnaie locale permet tout à fait ça. Et d'ailleurs, là, on a lancé une campagne récemment de soutien en fait à tous ces petits producteurs, commerçants, petits artisans, parce qu'ils sont durement touchés en fait par le confinement, la crise qu'on vit actuellement, où ils doivent soit tout simplement fermer, soit adapter leurs activités. Et en fait, il devient difficile pour eux de continuer à fonctionner, ça les met vraiment en péril. Et la monnaie locale, en fait, c'est une réponse aussi à cette crise économique, puisque en circulant dans ce petit réseau, en fait, on ne peut pas payer en monnaie locale des achats sur Amazon. On ne peut pas payer en monnaie locale des achats hors du territoire. Et la monnaie locale permet en fait de, d'avoir, comment dire, une sorte d'action qui va au-delà de son premier geste d'achat, en fait. C'est-à-dire qu'en payant en monnaie locale, on s'assure vraiment de soutenir tous les petits commerçants du Pays Basque. Parce que l'argent ne va pas s'arrêter en fait à la caisse du premier commerçant qu'on va payer. L'argent va ensuite aller de caisse de commerçant en caisse de commerçant. Et c'est ce cercle vertueux en fait qui fait qu'on est assuré en payant en monnaie locale de vraiment contribuer à son territoire et surtout de faire en sorte que ça aille au-delà de notre premier acte d'achat. Et c'est ça, il me semble, qui est important de préciser aux gens. Et donc, pour aider les professionnels du réseau, on a mis en place des groupes Facebook qui avaient été mis en place dès le premier confinement. Et c'est des groupes Facebook, donc Eushco Producteurs et Eushco Commerçants, que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, où on recense les actualités des professionnels qui maintiennent une activité. Et donc, c'est important d'aller les soutenir, et d'autant plus en monnaie locale. On a également sur notre site une liste de tous ces commerces ouverts. On a fait un gros travail de recensement. On en a plus de 300 actuellement à travers tout le Pays Basque et qui proposent soit des repas à emporter, soit qui proposent du click et collect, ou soit tout simplement qui restent ouverts, mais qui ont forcément beaucoup moins d'influence que d'habitude. C'est très important ce que tu dis parce que, juste une statistique, on peut en donner beaucoup, mais un tiers des entreprises du réseau Eushco déclarent payer une partie des salaires en Eushco. Donc ça veut dire que si je vais chez un commerçant, un charcutier ou un boulanger où je paye en Eushco, ben, il y a une chance sur trois pour que ces Eushco finissent dans les poches du patron, du salarié, qui va d'ailleurs refaire des courses en Eushco, donc dans le commerce de proximité, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'Eushco a deux facteurs d'exclusion. Dans sa charte, on refuse la grande distribution, hein, elle n'a pas besoin de nous pour se développer, donc on ne peut pas payer en Eushco dans la grande distribution, et on refuse aussi l'agriculture industrielle. Donc quand on paye en Eushco sur le marché, on est sûr que c'est
un paysan qui est dans une démarche d'agriculture paysanne. Ça, c'est vraiment des choix forts qui sont faits. Donc, à chaque fois, tu as exactement raison, quand on paye en EUSCO, non seulement au-delà du paiement qu'on fait, derrière, ça va circuler dans ces circuits-là, en fait. Et ça va maintenir le chiffre d'affaires local dans ces circuits-là. C'est très important. Et moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur le soutien au milieu associatif, parce que ça, c'est une composante extrêmement forte du projet de l'EUSCO, de la monnaie locale du Pays Basque. Et donc peut-être, Christelle, si tu as envie de parler de cette composante essentielle du projet. Mais quand on adhère à l'EUSCO, on a le choix de parrainer une association, l'association de son choix. Donc, pour que cette association puisse bénéficier du 3%, c'est-à-dire que chaque fois qu'une personne va faire du change, Euskal Moneta, à la fin de l'année, reverse 3% de ce change à l'association bénéficiaire. Pour que cette association puisse en bénéficier, il faut qu'elle ait 30 parrains. Donc, l'enjeu de ces associations, c'est de mobiliser aussi ses adhérents pour qu'elle puisse avoir ses 30 parrains. Et chaque année, on reverse, là cette année, on a reversé 30 000 EUSCO à différentes associations. Et ça leur permet également de rentrer dans des frais. Par exemple, je sais que les Ecachtola ont toujours des problèmes pour faire de la rentrée d'argent, etc. Donc, ça leur permet quand même déjà, rien qu'en faisant du change à l'intérieur de son cercle d'adhérents, ça leur permet d'avoir une rentrée d'argent. Et je trouve que c'est vraiment soutenir toutes les associations. Et c'est un acte, voilà, quand tu t'engages à l'EUSCO, en plus, tu sais que grâce à toi, tu vas parrainer l'association et que cette association, elle va bénéficier quelque part de ton change. Donc, je trouve que c'est vraiment un super processus. Voilà. Après, je ne sais pas si Dante il va en rajouter. Juste préciser que ça, c'est une idée qu'on a attrapée en Allemagne, au Kingoer, justement, pendant notre voyage d'études. C'est eux qui avaient mis ça en place. Et on a fait copier-coller de leur système, on le trouve génial. Et aujourd'hui, on forme de plus en plus de monnaie locale en France. Et du coup, il y en a 2 ou 3 qui ont commencé à adopter ce système de redistribution, qui est extrêmement important parce qu'au-delà des premiers militants, des gens conscientisés sur l'écologie, ici pour la langue basque ou l'agriculture paysanne qui vont utiliser le SCO, ou pour défendre le commerce de proximité, voilà, il y a plein de bonnes raisons d'adhérer à l'EUSCO. Mais le fait de proposer d'adhérer à l'EUSCO, ne serait-ce que pour financer son association, peut-être son club de sport ou peu importe l'association dans laquelle on est, ça permet de toucher des gens qui n'ont pas forcément de conscience militante au départ, mais qu'on va faire rejoindre le projet et en action devenir militants quelque part. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. S'ils adhèrent pour que leur association touche 3%, ben quand même, quand ils vont consommer en EUSCO, ils vont défendre l'environnement, ils vont défendre l'agriculture paysanne, le commerce de proximité, le Shkala. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on les embringue dans cette dynamique de progrès, alors qu'au départ, ils n'étaient pas vraiment forcément très conscientisés. Et du coup, ils vont recevoir aussi nos infos, ils vont nous suivre. Et petit à petit, le but, c'est de faire bouger l'ensemble de la population et pas uniquement les militants. Ça, c'est très important en termes le projet de monnaie locale, c'est de toucher tout le monde, en fait. Progressivement, bien sûr, on n'y est pas encore. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser à une anecdote que je crois Tchetch avait évoquée pendant la dernière AG de l'EUSCO. Il parlait en fait d'un couple de retraités qui étaient adhérents au Chiemgauer, donc la monnaie locale allemande, et qui en fait, eux, n'étaient pas du tout dans les cercles militants, que ce soit consommation alternative. Ils n'étaient pas du tout là-dedans. Mais par contre, ils étaient adhérents à la monnaie locale et ils l'utilisaient tout simplement pour pouvoir payer les nouveaux maillots du club de foot de leurs petits-enfants. Et je trouve que ça, c'est un exemple, un très bel exemple en fait de l'utilité sociale et l'utilité vraiment pour le territoire que peut avoir une monnaie locale, en soutenant toutes les dynamiques citoyennes, vraiment très concrètement. Au final, si on comptabilise tous les EUSCO qui ont été versés aux différentes associations à travers ce don 3%, on est à plus de 130 000 € de dons. Je ne connais pas beaucoup de structures associatives de l'ESS, enfin de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent, qui ont donné au final, qui ont redonné en fait un montant aussi important aux structures associatives de leur territoire. Et sachant que tout ça se fait évidemment sans perte de pouvoir d'achat par le particulier. C'est important de préciser que c'est l'association Euskal Moneta qui reverse ce don-là, et ce n'est pas du tout le particulier. Le particulier il a juste à choisir une association
qui sera bénéficiaire de son don. Les dons qui sont versés en Eusko, précise Christelle, a raison. Oui, c'est 130 000 De Eusko. cohérence. Donc, à chaque fois, c'est des dons qui sont versés en Eusko. Ouais. Bien sûr. Je pense que quand tu payes en Eusko, moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois. Je paye en Eusko, ça donne un sens à mon achat. Voilà. C'est-à-dire, j'achète pas pour acheter. Quand j'achète quelque chose, je me dis c'est pour mon territoire. Voilà. Tu t'appropries quelque part ton territoire et ça devient un geste simple, comme si quand tu fais un geste écologique, tu te dis je ne vais pas laisser les lumières allumées, ça devient quelque chose du quotidien. Et pour moi, le SCO, pour le territoire, il faut que ça devienne un usage quotidien. Voilà. C'est vrai que l'enjeu est énorme parce que si, allez, aujourd'hui on est quoi, 1, 2, 3% d'utilisateurs de l'ESCO sur le territoire de la population, mais si on passe des seuils, si on arrive à tripler, quadrupler ça, qu'on arrive à 10% de la population, ça va devenir des masses vraiment importantes. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que l'ESCO, en tant que moyen de paiement, deviendra indispensable pour pas mal de commerçants. Ils vont se dire, je ne peux pas passer à côté de ça. Et là, on va pouvoir aussi, nous, en tant qu'habitants, que citoyens, on va pouvoir influencer tout le territoire. C'est-à-dire qu'on arrivera, grâce à nos achats en ESCO, à faire en sorte que tous les commerces, entreprises du Pays Basque, petit à petit, souhaitent rejoindre le réseau. Et nous, on ne changera pas nos règles. Il y aura toujours une obligation d'agir pour l'environnement, à travers les défis, pour le Shkala aussi, de relocaliser leurs achats. Et à terme, ça peut vraiment avoir un impact important sur la façon dont se dessine notre économie localement. C'est-à-dire, et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que si on fait ça, on a vraiment un moyen d'action entre nos mains. Et je pense que c'est ça qui motive énormément, moi, beaucoup d'échanges que j'ai, parce que je parlais évidemment toute la journée de l'ESCO à tout le monde, mais beaucoup d'échanges que j'ai, des retours des utilisateurs, c'est vraiment l'impression d'agir, en fait. C'est ça qui motive, et qui nous motive, en fait, tous énormément, parce qu'en fait, il n'y a pas, c'est nous tous, quoi, collectivement, qui faisons ça. C'est cette capacité-là d'influencer, d'avoir un impact sur la façon dont on dessine le Pays Basque de demain. C'est hyper intéressant. Il n'y a pas 36 outils que ça, quoi, qu'on peut utiliser, donc il faut bien tous les utiliser. On sait pourquoi on travaille. Voilà. Ça donne un sens aussi à notre... Moi, ça me donne un sens à mon travail. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Pratiquement tous, je veux dire. Ça donne un sens. Ce matin, tu te lèves, tu dis, je travaille pour le SCO, je suis fière de ce que je fais, quoi. Moi, je pense que... Et les gens, dans le discours qu'ils ont, c'est ce qu'ils te disent aussi, c'est ce qui en ressort. Donc, je trouve que c'est bien. Voilà. Et en plus, il paraît que adhérer à l'EUSCO, c'est vachement simple, non? C'est hyper simple. Il suffit juste d'aller sur le site euskal-waleta.org. Là, ça fait très présentatrice de JT. Et il faut aller sur le site. Il y a ouvrir un compte EUSCO. C'est un formulaire qu'il faut remplir en ligne. Il faut juste avoir une pièce d'identité scannée et un RIB à disposition. Et ça se fait en ligne en 5 minutes. Dessus, vous avez un renseignement, nom, prénom, date de naissance. Et vous recevez un mail de confirmation le lendemain, parce que c'est fait le lendemain. Donc, vous recevez un mail de confirmation. Et sous 7 jours, vous avez votre EUSCO Pay. Voilà, avec la notice qui va avec pour l'utiliser. Et elle fonctionne dès que vous l'avez, parce que vous pouvez, dès que vous avez l'EUSCO Pay, vous pouvez aller vous connecter à votre compte et faire un chargement de compte via le système qui est Eloasso. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser de suite votre EUSCO Pay. Et du coup, le système de rechargement, c'est instantané. C'est instantané. Chargement de compte, il faut avoir une carte bancaire, vous le faites en ligne, c'est gratuit. Et une fois que vous le faites, c'est la minute qui suit, vous avez le chargement de votre compte en EUSCO. Ça, c'est vraiment super. Pour ceux qui ont connu les débuts de l'EUSCO, les pionniers, on était avec le billet. Après, il y a eu le compte EUSCO, mais il fallait toujours 2 ou 3 jours pour le charger. Maintenant, grâce à tout le boulot qui a été fait, puis grâce au soutien qu'on a eu aussi de l'Agro Pays Basque, du Conseil régional, de l'ADEME, on a pu faire des développements informatiques. Et aujourd'hui, on peut avoir son compte EUSCO et partir le matin faire le marché, ne plus avoir d'EUSCO, le recharger sur son portable avec sa carte bancaire. On peut recharger son compte et continuer ses courses en EUSCO avec EUSCO Pay. Donc, il y a vraiment un côté où très pratique. Et bien sûr, ceux qui n'aiment pas payer avec leur smartphone, ceux qui n'aiment pas le numérique, ils peuvent toujours utiliser le billet. Mais aujourd'hui, c'est clair que la praticité, voilà, c'est le numérique. Enfin, ceux qui l'essayent se rendent très vite compte que c'est hyper pratique et hyper sympa à faire.
Et en plus, en ces périodes de confinement, de Covid, où personne ne peut toucher, on ne peut rien toucher, c'est vrai que le Paye sur le portable, c'est vraiment pratique, quoi. Voilà. Ensuite, les gens qui ont des questions ou si vous avez un problème pour adhérer ou si vous avez des soucis, vous appelez au bureau. Il y a Maya qui est la secrétaire et moi qui sommes là pour vous répondre si vous avez des questions. Il y a des questions qui sont posées, je vois dans le… Oui, alors je vois une question au niveau des étudiants. Alors, comment sensibiliser les étudiants en monnaie locale? Est-ce qu'on est en lien avec les associations solidaires étudiantes? Quelles sont les initiatives les concernant? En tant qu'étudiant, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas toujours d'aller dans de petits commerces, par exemple. Donc, c'est vrai que les étudiants, c'est une population qui n'est pas facile à toucher parce qu'ils ne sont pas forcément dans ces problématiques-là, ils ne s'intéressent pas forcément aux alternatives monétaires, en fait, et aux monnaies locales. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer parce qu'on veut montrer qu'au final, utiliser la monnaie locale, c'est pas forcément, et c'est certainement pas forcément avoir des consommations qui au final coûtent plus cher. Parce que utiliser la monnaie locale, c'est pas forcément acheter bio. Utiliser la monnaie locale, c'est pas forcément avoir un surcoût dans la consommation qu'on a en fait. Il y a beaucoup de commerces qui sont pas forcément des commerces plus chers que d'autres, même s'ils sont des petits commerces, et qui utilisent la monnaie locale. Et après, c'est certain qu'on va essayer de se rapprocher d'associations étudiantes. Ouais. Oui, moi je suis d'accord sur ça parce que consommer en monnaie locale, est-ce que c'est plus cher? Est-ce que le supermarché est moins cher? En fait, c'est ça la question. Est-ce que le supermarché ou la junk food c'est moins cher? Alors oui, jusqu'à un certain niveau, oui, c'est vrai. Après, dès qu'on commence à vouloir manger un peu correctement, le fait de cuisiner soi-même les aliments, le fait de manger un peu moins de viande dans la semaine et peut-être plus de protéines végétales, voilà, il y a des choses qui permettent de basculer vers une consommation qui, à partir de produits bruts, ne revient pas forcément beaucoup plus cher. Donc ça a été prouvé par maintes études et ça c'est des démarches intéressantes. Et puis, pour rappeler aussi que le LOJCO, c'est beaucoup de bénévoles. Hein. On a une cinquantaine de bénévoles qui continuent à aider LOJCO. Et il se trouve qu'on n'a pas eu jusqu'à présent de militants étudiants qui viennent développer une action en direction des autres étudiants. Mais c'est la porte est ouverte. Je pense qu'on serait accueilli à bras ouverts. Ah, en plus, on a les locaux juste à côté de la fac de Bayonne. On est vraiment hyper bien placé. Il y a un autre message marqué pour les entreprises. Ouais. Ça veut dire? J'ai mis mes lunettes. Je vais résumer ça. Pour les entreprises adhérées à l'OJCO, de toute façon, c'est déjà une démarche c'est une démarche en fait de vouloir participer. Fondamentalement, les entreprises qui adhèrent à l'OJCO, il y a quand même toujours cette base-là. Hein. C'est des gens qui ont envie de s'engager, de participer. C'est pour ça qu'aussi utiliser l'OJCO, c'est aller vers des commerces vers qui on ne sait pas aller forcément. Et c'est hyper sympa parce moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on paye en OJCO, on se dit tiens, je ne sais pas pourquoi il est rentré à l'OJCO, mais on partage quelque chose. Il y a un truc vraiment comme ça de bonne volonté, donc ce qui est assez sympa. Moi j'aime bien ça. Et pour adhérer à l'OJCO, il y a deux choses. Il faut s'engager sur des défis. Donc, un défi pour l'escalade, je te dis, un défi pour l'environnement. Mais il n'y a pas besoin de parler basque. Par contre, il faut avoir envie de participer à la sauvegarde de la langue basque et donc mettre en place un peu un affichage en français et escalade dans son commerce. Mais tout ça, on vous accompagne avec des traductions gratuites faites avec l'Office public de la langue basque qui les finance. On a 2 salariés, Maïka et Eva, qui vous accompagnent. Voilà, il y a vraiment tout un travail qui est fait pour vous faciliter le travail. Et puis, il faut aussi prendre des cours de basque avec Arika, qui est partenaire avec nous. Et un défi pour l'environnement, c'est relocaliser vos achats. Et là aussi, on vous aide. Nos chargés de développement vont vous proposer des fournisseurs payables en EJCO, essayer de réfléchir à comment vous pourriez plus vous fournir localement. Mais ça peut être pas que des produits alimentaires, hein, ça peut être aussi pour des services, pour des impressions, pour de la communication. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut vous proposer. Et il y a une cotisation à payer, bien sûr, qui dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Hein, mais tout ça, c'est sur notre site internet à l'onglet entreprise. Alors, je vois qu'on a aussi d'autres questions là sur Zoom. Comment voyez-vous l'évolution de l'EUJCO dans le futur? Avez-vous prévu des nouveautés? Vous souhaitez développer de plus en plus le numérique? Du coup, je vais répondre. Oui. Surtout pour les nouveautés, je sais ce qu'il va dire. Surtout pour les nouveautés, ouais. Alors, donc là, déjà, on a une belle nouveauté quand même qui est sortie cet été.
c'est l'application Eushko Pay, donc qui permet de payer en scannant un QR code avec son téléphone. C'est-à-dire que les commerçants, ils ont une carte comme ceci. Les commerçants sont équipés de cette carte-là. Et ensuite, avec le téléphone, on scanne la carte et on peut payer comme ça. Donc du coup, ça veut dire que la carte peut aussi être sur un site internet, par exemple, pour développer le paiement en ligne. Ça, on aimerait bien développer ça. C'est un axe de développement. Et on aimerait bien aussi développer une application un peu plus complète pour pouvoir permettre de vraiment faire une application totale où on puisse gérer son compte dans un futur un peu plus lointain. C'est quand même beaucoup de boulot. Mais voilà, on aimerait vraiment développer les outils numériques de paiement. Il y a plein d'autres projets hein, qui sont. Par exemple, là, on participe à une campagne nationale avec la Fédération des monnaies locales, le mouvement Sol, pour essayer de créer un dialogue avec Bercy pour que les collectivités locales puissent avoir un compte en monnaie locale et encaisser directement en monnaie locale et dépenser directement. De façon beaucoup plus simple que ce que j'ai présenté tout à l'heure. On se pose aussi la question de l'investissement du fonds de garantie. Comment est-ce qu'on pourrait l'investir dans des projets de transition écologique sur le territoire? Il n'y a pas de solution pour l'instant, mais c'est des projets qu'on a peut-être à 1, 2, 3 ans, avec des partenaires qui pourraient être l'AGLO ou d'autres, et d'autres qui pour travailler là-dessus. C'est une question clé parce qu'on voit qu'on a 2 millions d'euros aujourd'hui sur les comptes dans des banques éthiques. Demain, ça va être 3, 4, 5, 6 millions. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour financer des projets dont le territoire a besoin, pour acheter des terres, pour produire de l'électricité verte, pour produire du logement social? Enfin, voilà, ça fait des gros enjeux. On n'y est pas encore, mais c'est dans les projets à terme, on va dire. On y réfléchit et quand on peut, on y travaille. Et voilà, pour les gros projets, il y a ça. Et puis sur la vision, je l'ai dit, moi je pense qu'à terme, la monnaie locale va s'imposer comme dans le portefeuille et dans le porte-monnaie de tout le monde, en fait. Hein, mais ça pourra être 10, 15 ou 20 ans. Mais c'est une telle évidence que c'est utile que je ne vois pas comment ça ne peut pas faire se généraliser, en fait. Tu voulais ajouter quelque chose, Christelle, ou il y a une autre réponse? Ok, donc autre question, comment est-ce qu'on choisit les producteurs et commerçants avec lesquels on collabore? Du coup, les producteurs et commerçants qui entrent dans le réseau Eushko et qui acceptent la monnaie. Est-ce qu'il y a des critères à respecter ou est-ce que c'est nous qui allons vers eux ou est-ce que c'est eux qui viennent vers nous? Je réponds, Christelle, ou tu y vas? Ah, vas-y. Du coup, au début, c'était toujours, hein, c'est quand même beaucoup nous qui allons vers eux, mais de plus en plus, ils viennent vers nous. Et ça fait très, très plaisir. Donc, ça, on le voit de plus en plus, des commerçants, des paysans qui nous appellent, des associations aussi, parce que les associations font partie intégrante de l'économie. Et la sélection, elle se fait par un comité d'agrément qui se réunit le premier lundi de chaque mois depuis fin 2012, et on n'a jamais perdu le rythme. Et merci du coup aux bénévoles qui se réunissent, et des chefs d'entreprise, des commerçants, des militants, des utilisateurs de Eushko, et aussi un représentant de Euskal Herriko Laboratza Gambara, donc la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, qui est là tous les mois, et qui nous permet aussi du coup de bien réfléchir quand un paysan souhaite entrer à Eushko. Voilà, est-ce qu'il est dans une démarche qui colle avec notre charte? Et donc ça, il y a une réflexion qui est faite. On a, comment dire, tous les paysans qui sont en bio, en AOC, en appellation d'origine ou en agriculture paysanne vont rentrer sans difficulté. Les commerçants, on prend aussi tout le monde. L'idée, c'est qu'on ait une démarche de progrès. On prend tout le monde où il en est aujourd'hui. Et l'idée, c'est que par l'utilisation de l'Eushko et le système de défis qu'on a mis en place, il change ses pratiques petit à petit à notre contact. Il y a d'autres monnaies locales qu'on choisit plutôt de faire entrer uniquement, par exemple, des magasins bio, des agriculteurs bio, des médecins dans les médecines alternatives, voilà, uniquement l'écosystème alternatif. Nous, ça n'a pas été notre choix. On a préféré que tout le monde participe au projet et utilise la monnaie parce que c'est un effet relocalisateur qui est de toute façon intéressant. Et à notre contact, se transforme. Voilà, l'idée c'est de dire, vous pouvez venir, même l'exemple, on peut toujours prendre un coiffeur qui va utiliser des produits d'une multinationale et avoir aucune démarche pour la langue basque. Il peut rentrer à l'Eushko, mais par contre, il s'engage à développer des achats locaux et à mettre un peu d'Eushko dans son salon. Et ça, c'est intéressant. Voilà, on est plutôt sur l'idée de faire avec et d'élargir la participation au projet. Du coup, on a une autre question qui nous est arrivée sur Facebook. Quel a été l'impact de l'adhésion des collectivités locales à l'Eushko?
Alors l'impact, il a été très important en termes comment dire, de crédibilisation pour une partie de la population. Il y a une bonne partie de la population pour qui le fait qu'une collectivité adhère, qu'une mairie adhère, ça crédibilise le projet. Nous, on n'avait pas besoin de ça, parce qu'on savait que c'était crédible, mais il y a un effet vraiment de légitimation, en fait. L'idée, c'est, ah oui, donc les mairies adhèrent, donc ça va durer, donc c'est sérieux, donc ça va durer. Ça a été un effet qu'on a senti tout de suite. Le jour où Hendaye, la mairie d'Hendaye a adhéré en premier, ça a été le tweet qu'on a fait, qui a été le plus repris, qui a tourné le mieux, ça a vraiment marqué les esprits. Quand l'aviron bayonnais d'ailleurs a adhéré aussi, ça a beaucoup marqué les esprits. Il y a des moments clés comme ça qui marquent. Et après, l'impact en termes d'utilisation, il est encore pas très important parce que c'est un long travail, mais qui est en cours de sensibilisation des services, des élus, pour qu'ils décident d'utiliser davantage. Mais voilà, par exemple, au niveau de l'agro-Pays Basque, il y a l'école de musique d'Ami Poussé vient de passer à l'EUSCO et va accepter des paiements en monnaie locale pour les cours de musique de l'école de musique. Donc, voilà, il y a petit à petit, donc ça avance partout sur le territoire. Voilà, il y a la piscine landagoyenne à Ustaritz, la piscine de Souraïd, la cantine à Randaille, à Saint-Pierre-des-Rues, c'est tout le CCS qui est rentré à l'EUSCO de portage de repas à domicile. Donc, c'est autant de possibilités d'utiliser l'EUSCO. Donc, en fait, ça permet les collectivités sont des acteurs économiques importants qui, pour l'instant, manipulent encore peu d'EUSCO, mais le potentiel est considérable. Et aussi l'aglo. Et l'agro, bien sûr que. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est l'agro, c'est vrai, je n'ai pas précisé, mais on a une belle dynamique au niveau de l'agro. Il y a vraiment une vraie volonté d'avancer, c'est hyper intéressant. Ouais. Quand on parle de l'aglo, c'est la communauté Pays Basque qui rassemble toutes les municipalités du Pays Basque. Voilà, les 158 communes du Pays Basque, et dans la convention qu'on a signée, elle s'est engagée à faire rentrer la totalité de ces registres et de ces services publics locaux gérés en régie à l'EUSCO. À terme, c'est les écoles de musique, c'est tous les équipements sportifs, les médiathèques qui sont de l'agro. Tout ça, ce sera réglable en EUSCO. Ça se construit petit à petit. On avance pas mal avec la direction culture et puis avec d'autres bientôt. C'est un vrai travail qui est en train de se mettre en place. Très bien. On a eu une autre question aussi sur Zoom cette fois. Comment communiquez-vous au sein de votre association pour les prises de décision? Quels canaux utilisez-vous? Donc du coup, ça se fait principalement donc, sur nos réseaux, donc c'est-à-dire à travers notre mailing list, où on envoie une fois par mois un résumé en gros de notre actualité. Ça se fait évidemment sur notre site internet, où on publie régulièrement des articles pour les actualités de l'association. Également sur les réseaux sociaux. Par exemple, chaque semaine, on publie sur Facebook les nouveaux entrants, les nouveaux professionnels qui entrent dans le réseau EUSCO et qui acceptent du coup la monnaie locale. Et après, sur les stories Instagram, sur les stories Facebook, on partage les actualités des professionnels. C'est en ce moment spécial pour la campagne de solidarité avec les pros du réseau. Mais globalement, c'est surtout notre site internet, notre mailing list et nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. On va peut-être voir s'il y a d'autres questions qui sont posées. Mais là, sinon, il est 20h pile. Si on finit à 20h pile, c'est quand même assez classe. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup à Christelle et à Dante d'avoir répondu aux questions, d'avoir partagé leur expérience, d'avoir partagé tout ce qu'ils savent de l'EUSCO. Merci à tous les spectateurs, merci à tout le public qui est venu donc, nous écouter. Et j'espère que vous avez appris des nouvelles choses, j'espère que ça vous a donné envie, donc soit de rejoindre la monnaie locale du Pays Basque, soit si vous êtes ailleurs, d'aller rejoindre la monnaie locale de votre région. Parce que voilà, ce sont des dynamiques qui sont assez récentes et du coup qui donnent vraiment envie de s'y intéresser au vu de tous les impacts positifs qu'elles peuvent donner à un territoire. Voilà. Merci. Merci pour ce webinaire. Merci à toi et à Régis en régie aussi. Et oui, et merci à Régis. Et à Régis. Barkatou Régis. C'est l'homme de l'ombre.
Bonne soirée tout le monde. Gawon Deneri. Allez, Adio, Adio. merci, adieu. Adio.